Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, à l'occasion des rentrées scolaires en Afrique, nous nous intéressons à l'éducation des élèves à la sexualité. Nous le verrons, parler de sexe et des maladies sexuellement transmissibles reste un sujet délicat. Dans un livre de la 4e année, on avait trouvé un texte qui parlait des préservatifs. Alors certains parents étaient contre. Ils disaient que vous êtes en train d'éveiller l'attention des enfants sur l'utilisation des préservatifs. Au niveau des établissements secondaires, le sujet est essentiellement abordé dans les cours de biologie et d'éducation à la vie. Dans le cours d'éducation à la vie, on a eu à faire un clin d'œil dans les maladies sexuellement transmissibles où on s'est basé sur le sida. Et en 3e, on a eu à parler des autres maladies comme syphilis, sida, l'hémorragie, herpès et autres. Pour les professionnels de l'éducation, en tout cas, aborder ces questions est nécessaire pour la formation des jeunes. L'enfant doit connaître comment fonctionne son organisme et les caractères qui sont liés à son organisme. L'enfant doit savoir contrôler sa sexualité afin qu'il ne puisse pas tomber dans des maladies qui sont liées à cette sexualité. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans un instant. Et pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, quelques 80 chercheurs et directeurs des instituts Pasteur à travers le monde se réuniront le 20 septembre à Abidjan pour débattre des crises sanitaires infectieuses comme les fièvres Ebola et Zika. Oui, Rosine, ce sera à l'occasion du 49e Conseil annuel des directeurs du réseau international des instituts Pasteur. Ce conseil se tiendra du 20 au 22 septembre prochain. Des experts aborderont certaines des grandes orientations des recherches menées dans ces instituts. Ils parleront de la lutte contre la fièvre jaune, de la modification des écosystèmes, de la surveillance et des réponses aux nouvelles émergences de maladies infectieuses. Abidjan a été choisi pour abriter cette rencontre en raison du rôle moteur que joue l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dans la recherche et la santé publique de toute la région. Il faut dire, Firmin, que le réseau des instituts Pasteur joue un rôle clé dans la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique. Effectivement, ce réseau qui réunit 33 établissements est présent dans 26 pays du monde, dont 7 pays africains. Dans tous les pays où ils sont implantés, les membres du réseau sont au premier plan dans la lutte contre les émergences infectieuses. Ils sont aussi actifs dans le renforcement de la surveillance et des capacités de laboratoire, de même que dans la mise en place des systèmes précoces de détection. Poursuivons par le Nigeria où le bilan de l'épidémie de choléra s'alourdit. Oui, Rosine. En date du 4 septembre, 21 morts ont été enregistrés, a annoncé le ministère de la Santé de l'État du Borno, revoyant à la hausse un bilan initial de 14 morts. Toujours selon les autorités, le nombre total de cas suspectés de choléra est désormais de 375 à Maïdougouri, capitale du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Toutefois, le gouvernement et ses partenaires non gouvernementaux ont multiplié les mesures d'assainissement et de sensibilisation pour empêcher la propagation de l'épidémie. Il faut dire que celle-ci a déjà atteint Dikwa. 5 cas ont été enregistrés dans cette ville située à 60 km de Maïdougouri. Il faut préciser, Firmin, que la plupart des victimes étaient des déplacés internes. En effet, selon le précédent bilan du ministère de la Santé de l'État du Borno, la plupart des victimes se trouvaient dans un camp de déplacés après avoir fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. La population de la ville de Maïdougouri a doublé depuis le début du conflit avec Boko Haram il y a 8 ans, passant à plus de 2 millions d'habitants avec l'afflux des déplacés venant de tout l'État du Borno. L'insurrection a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés, dont beaucoup s'entassent dans des camps victimes d'insécurité alimentaire et de maladies comme le paludisme. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Terminons par le Congo-Brazzaville où les pharmaciens veulent avoir un plus grand contrôle sur les structures et les produits pharmaceutiques.
C'est en tout cas ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil national de l'Ordre et du Syndicat national des pharmaciens du Congo qui s'est tenue le 4 septembre à Brazzaville. Dans un communiqué final lu à l'issue de cette rencontre, les pharmaciens du Congo ont demandé aux autorités compétentes de respecter le monopole pharmaceutique qui inclut les autorisations d'installation des officines, des laboratoires d'analyse médicale et des dépôts pharmaceutiques, le contrôle d'accès à la profession, le respect de la réglementation et la déontologie. Les pharmaciens veulent durcir les conditions de fabrication et de délivrance des médicaments. Selon eux, tout produit de santé inclus dans le monopole pharmaceutique doit répondre à 3 conditions, à savoir l'exclusivité de la fabrication, de la conservation et de la délivrance, le respect de la réglementation pharmaceutique et enfin la responsabilité pénale, civile et disciplinaire du pharmacien. Les pharmaciens ont rappelé que nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'ordre de la profession. Enfin, le Conseil s'est engagé à rendre le médicament disponible de façon sécurisée et accessible sur toute l'étendue du territoire national. Espérons que ces résolutions aideront à lutter contre les faux médicaments dans ce pays. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venues les rentrées scolaires. C'est le moment pour des millions d'écoliers, élèves et étudiants de retourner à l'école. Et parmi les sujets d'actualité susceptibles d'intéresser ces jeunes figurent les maladies sexuellement transmissibles. Mais le sexe, on le sait, reste un sujet tabou pour de nombreuses communautés. Alors, quelle place occupe l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires? Votre santé, votre avenir examine la question cette semaine. Notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda, a rencontré une responsable d'école. Bernadette Moukadi est directrice à l'école primaire catholique Tindabiso à Kinshasa. Selon elle, le sujet est effectivement abordé avec les élèves, mais, précise-t-elle, de manière superficielle. Le cours du sida comme tel n'est pas prévu, mais nous en parlons d'une manière superficielle aux enfants pour leur prévenir ce qui peut arriver concernant le sida. Nous leur expliquons, par exemple, aux élèves de première, deuxième, troisième, même en quatrième, sont encore des petits-enfants. Nous leur mettons en garde pour ne pas utiliser les matériels qui peuvent les amener à attraper le sida, par exemple, des lames de rasoir, les ciseaux. Et, par exemple, si l'enfant tombe malade, on l'amène à l'hôpital et que par malheur, par ignorance, par exemple, que les parents ne puissent pas tolérer qu'on puisse utiliser les seringues déjà utilisées, que ce soit tout neuf, quoi. Et vous parlez du sida dans quel cours? Est-ce qu'il y a un cours au cours duquel vous parlez du sida? Nous en parlons dans le cours de l'éducation à la vie. Donc les enseignants suivent la formation de l'éducation à la vie. De la première en 6e, on en parle. Dans ces cours-là, on parle de la propriété d'abord, propriété du corps humain, puis le développement, le changement dans le développement physique du garçon comme de la fille, suivant l'âge. Par exemple, quand l'enfant atteint l'âge à partir de 12 ans jusque-là, chez les filles, nous voyons que le corps commence à changer et tout ça nous expliquons aux enfants. Alors nous commençons à les mettre en garde contre cette maladie qui tue sans pardon. Est-ce que vous parlez de la même manière aux petits, ceux de première par exemple, première, deuxième, et ceux de 4e, 5e, 6e? Vous parlez de la même manière du sida ou pendant ce cours? Est-ce qu'il y a quand même une différence dans l'enseignement? Oui, il y a une grande différence. Chez les petits-enfants, on ne peut pas parler des préservatifs. On ne peut pas parler ça aux petits-enfants de première, deuxième, troisième. Mais surtout en 5e, 6e, nous parlons des préservatifs. Mais nous ne demandons pas aux enfants d'utiliser cela.
Et la fois passée, dans le temps, on avait trouvé dans un livre qui était mis à la disposition des enfants de la 4e année, on avait trouvé un texte qui parlait des préservatifs. Alors certains parents étaient contre. Ils disaient que vous êtes en train d'éveiller l'attention des enfants sur l'utilisation des préservatifs. Et ce n'était pas mauvais. Donc à l'école, il n'y a pas de tabou. Nous voulons parler, surtout aux grands enfants, de tout ce qui peut leur arriver. C'est d'une manière superficielle que nous parlons aux enfants. Donc ce n'est pas comme aux adultes. Madame la directrice, est-ce que dans votre école, vous avez des élèves qui sont séropositifs? Non, dans notre école, nous n'avons pas des apprenants qui sont séropositifs, mais seulement des orphelins dont les parents sont morts du sida. Est-ce qu'il y a une prise en charge en faveur de ces enfants ou ils sont considérés comme tous les autres élèves? Le gouvernement nous avait demandé de recenser ces cas des enfants-là. Nous les avons recensés et si n'ont personne pour supporter les frais, nous les laissons étudier jusqu'à la fin du cycle primaire. Nous n'exigeons rien, nous leur donnons les cahiers, l'uniforme s'il en manque, nous leur donnons. De même que les enfants qui sont nés des parents, par exemple d'une maman folle qui a mis les enfants au monde et qui les a abandonnés sur la rue. Si les enfants là arrivent à l'école, nous en avons pour le moment dans notre école, les petits Ndabisson, nous en avons 4 qui étudient comme ça, qui sont très intelligents. La paroisse s'occupe de la nourriture. Nous, à l'école, nous nous occupons des frais et ils sont bien encadrés, ils sont très intelligents. Les 2 premiers sont déjà au secondaire et 2 autres sont avec nous à l'école primaire. Donc, le gouvernement vous avez demandé de prendre en charge ces enfants, en fait, ces gens d'enfants, les orphelins du sida ou les enfants des fous. Mais lui-même, le gouvernement, n'apporte pas une contribution par rapport à ça. Contribution comme telle, dans notre école, nous n'avons pas encore eu ça. Mais il existe dans d'autres écoles, dans d'autres coins du pays, dans notre République, que les enfants là sont supportés par l'UNICEF, qui supporte leurs études. Comme ce n'est pas encore arrivé chez nous, je ne peux pas déclarer ça. Nous remercions Bernadette Moukadi qui était au micro de Béro Matanda à Kinshasa. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Comme vient de nous le dire notre invité, les questions liées à la sexualité sont abordées dans les cours d'éducation à la vie. Dans la plupart des lycées et collèges, les enseignants approfondissent le sujet dans les cours de biologie. Des cours qui permettent aux jeunes de mieux connaître leur corps. Écoutons les explications de Luanso Sivaheswa. Il est enseignant de biologie au lycée Mwandou dans la ville de Beni. Il est au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Oui, nous abordons quelquefois la problématique liée à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles. Et comment abordez-vous ces sujets avec les élèves? Et est-ce qu'il y a des techniques pédagogiques pour aborder ces sujets selon leur niveau scolaire? Bien sûr, parce que le programme, l'enseignement dans nos écoles, ou bien l'enseignement secondaire, est toujours programmé par le ministère de l'Éducation. Et il y a un niveau bien déterminé de nos élèves où nous abordons souvent l'éducation concernant ce qu'on appelle la sexualité et les MST. Comme technique, il y a d'abord, nous commençons par la théorie, on peut les transmettre par une voie télévisée, puis transmettre ça aux élèves visuellement. Et au-delà des cours théoriques, utilisez-vous d'autres méthodes d'enseignement pour éduquer les élèves sur la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles? Nous ne nous limitons pas seulement à la théorie.
on peut, comme je venais de dire, on peut visualiser. Par exemple, en apprenant certains supports comme les CD et autres. Et puis, on peut quand même se ravitailler auprès des médecins pour comprendre comment les MST peuvent se transmettre et comment l'enfant peut, par exemple, se protéger contre ce qu'on appelle les MST, vu que la sexualité est liée à tout le monde. Et une sexualité qui n'est pas bien contrôlée peut conduire, par exemple, à des maladies sexuellement transmissibles. Les élèves vous contactent-ils parfois en dehors du cadre scolaire pour se confier à vous sur ces sujets? Les élèves nous abordent quelquefois, surtout lorsqu'ils sont attaqués par exemple par des symptômes de maladies sexuellement transmissibles. Et ils peuvent vous demander comment peut s'extérioriser la maladie. Et lorsque l'enfant vous demande les symptômes de la maladie, vous allez constater que cet élève, il est atteint réellement. Et lorsqu'il vous en parle, là vous comprendrez que l'élève présente des signes des MST. Et en ce sens-là, vous chercherez par exemple à faire comment, à les contourner par des petites questions pour qu'il puisse par exemple vous donner la vérité. S'il a déjà commis par exemple les rapports sexuels non protégés, vous essayez quand même de lui mettre au niveau. Vous lui parlez, vous essayez de lui donner les conséquences. Vous lui donnez aussi comment il peut se comporter face à sa sexualité, bien sûr liée à son organisme et à son stade de vie. Nous essayons aussi quand même d'échanger avec les médecins. Si l'enfant, par exemple, est atteint, vous pouvez quand même contacter un ami médecin afin qu'il puisse, par exemple, suivre cet enfant. Et en tant qu'enseignant biologiste de carrière, que répondez-vous à ceux-là qui pensent que le fait que vous dispensez ces genres de cours dans les institutions, cela ponctue la prostitution dans les rangs des élèves? Bon, en biologie, la biologie étant la science de la vie sur le plan général. Notre organisme vit et la sexualité est liée à quoi? Au cycle de quoi? De la vie. Nous ne sommes pas épargnés de faire comment? D'éduquer les élèves des choses concernant la sexualité. Ainsi, si nous écartons la sexualité de nos éducations, c'est-à-dire que nous écartons une partie de quoi? De la vie. L'enfant doit connaître comment fonctionne son organisme et les caractères qui sont liés à quoi? À son organisme. Contrôler son organisme. L'enfant doit savoir contrôler sa sexualité afin qu'il ne puisse pas tomber dans quoi? Dans des maladies qui sont liées à quoi? À cette sexualité. Est-ce qu'il vous arrive aussi des fois dans vos écoles de remarquer une prostitution qui se passe entre élèves? Bon, on ne connaît pas des cas tellement saillants. Sauf que dans la vie courante, lorsque vous les voyez, vous les rencontrez dans des endroits qui ne sont pas vraiment éducatifs. Vous verrez qu'en tout cas, les enfants sont emportés par une mauvaise sexualité. Alors enfants, quelle proposition pouvez-vous faire pour améliorer l'éducation des élèves à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles dans les écoles? Dans nos écoles, je voudrais qu'il faut quand même mettre un accent alors sur l'éducation et les enseignements concernant ce qu'on appelle la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles. Que notre gouvernement ne puisse pas limiter les enseignements ou l'éducation sur ce qu'on appelle la sexualité à un certain niveau, à un groupe ou bien à un niveau seulement des élèves. Il faut quand même aussi organiser des séances de séminaires. Et avec ces séances de séminaires et avec des techniques bien appropriées, sophistiquées, bien sûr, les élèves peuvent par exemple comprendre comment par exemple aussi gérer cette sexualité. J'appellerai par exemple aussi à nos autorités de bien accueillir ou bien de rechercher les experts qui sont mieux situés dans l'affaire des maladies sexuellement transmissibles afin qu'ils puissent montrer aux élèves les conséquences. Que pensent les élèves de ces cours? Sont-ils réceptifs et que retiennent-ils? Nous avons cherché les réponses auprès de l'un des concernés. John Bebelive Michel est élève au complexe scolaire de Saint-Kizito de Lubumbashi. Il a livré son point de vue à notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. Nous en parlons, nous avons eu à parler de maladies sexuellement transmissibles dans les cycles d'orientation en première ainsi qu'en troisième. Et quels sont ces cours? Les cours où nous avons eu à étudier ces notions, c'était en éducation à la vie dans le cycle d'orientation ainsi qu'en biologie en troisième. On vous apprend quoi concrètement?
Dans le cours d'éducation à la vie, on a eu à faire juste un clin d'œil dans les maladies sexuellement transmissibles où on s'est basé sur le sida, qui est surtout répandu entre les jeunes. Et en troisième, on a eu à parler des autres maladies, comme syphilis, sida, blénorragie, herpès et autres. Et est-ce que vous parlez aussi de sexualité et de maladies sexuellement transmissibles entre amis? Comme n'importe quel sujet, l'un des amis pourrait évoquer ce sujet et déterrer ce sujet-là. Et on va donner nos points de vue sur ce sujet et dire surtout de ne pas ressembler à ceux qui sont atteints par cette maladie-là et de se contenir. Le meilleur moyen est la continence. Quel genre d'expérience ou des conseils partagez-vous entre amis? Ouais, comme je l'ai dit, je peux appeler ça comme une leçon morale en disant il faut se contenir. En tant que jeune, j'appellerai tous les jeunes de mon âge là à se contenir car c'est le meilleur moyen. Avez-vous connu des camarades qui ont été victimes de ce genre de maladies? Malheureusement, non. Si ça avait été le cas, quelle aurait été la leçon à tirer? Ouais, puisque avec par exemple le sida, si on a déjà les symptômes, on est atteint de cette maladie-là. Et pour les personnes atteintes de cette maladie-là, mon conseil est de ne pas croire en la mort, de croire en la vie. Avec les antirétroviraux, les Blancs ont traité cette maladie, ont eu à faire des expériences et ils nous ont donné des antirétroviraux qui peuvent prolonger la vie mais qui ne garantissent pas la vie éternelle. Est-ce qu'on organise parfois des campagnes de dépistage des maladies sexuellement transmissibles ou de distribution des préservatifs dans votre école? Campagne de dépistage, oui. Souvent, ça s'est fait. On reçoit des informations dans les journaux, par médias et autres. Mais en ce qui concerne la distribution des préservatifs, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est surtout distribué le jour de la célébration d'une maladie sexuellement transmissible. Par exemple, le 1er décembre, lorsqu'on célèbre le sida, on fait ce don-là. Est-ce que dans ton école, par exemple, il y a ces genres d'activités? Non. Dans mon école, non. Puisque les gens de mon âge ne sont pas appelés à pratiquer la sexualité. C'est pourquoi on le fait dans des milieux des adultes. Puisque les gens de mon âge, je peux pas les appeler les adultes. Ils sont encore trop jeunes pour être appelés comme ça. C'est pourquoi j'ai déjà entendu un monsieur dire qu'il a reçu ça, mais il n'était pas content. En disant qu'il y avait aussi des gens qui avaient fraudé et qu'ils ont eu ça. C'était comme s'ils les encourageaient à aller pratiquer la sexualité et recevoir cette maladie-là en tant que cadeau. Pensez-vous que vos enseignants à l'école sont disponibles à répondre aux questions liées à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles? Oui, c'est leur devoir. Ils sont là, c'est comme si c'est eux qui ont provoqué les élèves. Quand ils donnent cette matière-là, les élèves sont éveillés. Et ils doivent poser toutes les questions possibles pour être éclaircis sur ce sujet-là. Et vous, à votre niveau, que faites-vous pour éviter ces genres de maladies? Oui, comme on appelle ça souvent la leçon morale, c'est pratiquer la continence, se contenir. C'est le conseil que je donnerai aux jeunes de mon âge pour ne pas attraper cette maladie. Ils devront se contenir. Nous remercions Luanso Sivaeswa et John Bebelive Michel pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à toutes vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bon, je m'appelle Yannick Kenji. Je suis dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis étudiant à la faculté de médecine. J'ai seulement une question que je voulais poser. Je voulais savoir le nom des médicaments que les drépanocytaires prennent pour renouveler les hémoglobines fétales dans leur organisme souvent. Ce que je peux expliquer à Yannick, c'est que la drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche le globule rouge et particulièrement l'hémoglobine. Et cette maladie va de ce fait se transmettre des parents aux enfants. Les parents qui vont transmettre génétiquement à leur enfant une hémoglobine anormale, qui est encore appelée hémoglobine falciforme ou hémoglobine S, alors qu'ils devraient en principe transmettre à leur progéniture une hémoglobine normale, à savoir une hémoglobine A. C'est ainsi qu'on va retrouver des drépanocytaires homozygotes, drépanocytaires SS ou des drépanocytaires hétérozygotes, drépanocytaires AS.
La forme homozygote est une forme assez grave. La forme hétérozygote est une forme assez bénigne. La drépanocytose n'a pas de traitement radical, mais certains médicaments ont pu apporter une efficacité dans la stimulation, la production de l'hémoglobine fœtale. C'est le cas notamment de l'hydroxyurée, encore appelé Hydrea ou Droxia, et parfois Cyclos, qui sont des présentations pharmaceutiques. Ces médicaments très chers et rarement disponibles, en Afrique notamment, ont apporté effectivement une certaine efficacité dans la stimulation, la production de l'hémoglobine fœtale. D'autres mesures toutefois sont nécessaires pour le bien-être du drépanocytaire, dont notamment une bonne hydratation, boire beaucoup d'eau, c'est au moins 2 litres d'eau par jour, apporte un bien-être aux personnes drépanocytaires. Il faut aussi avoir une alimentation assez saine, une supplémentation en acide folique, lutter contre la douleur par notamment du paracétamol et se protéger contre les infections vont apporter un bien-être aux drépanocytaires, se protéger contre le paludisme et puis bien évidemment se vacciner contre un certain nombre de maladies, notamment le pneumocoque, pour protéger le drépanocytaire de ces infections-là. Mais pour répondre encore à la question de Yannick, il n'y a pas de traitement radical contre la drépanocytose, mais on peut retrouver effectivement certains médicaments, dont notamment l'hydroxyurée, qui va stimuler cette production d'hémoglobine fœtale et quelques mesures pour le bien-être des drépanocytaires. Voilà ce que je pourrais répondre à Yannick. Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse. Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vit à le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à l'éducation des élèves concernant la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles, MST. Pour en parler, nous avons reçu Bernadette Moukadi, directrice de l'école primaire catholique Tinda Bisso de Kinshasa. Elle nous a présenté les moyens pédagogiques, les types de messages et de soutien mis en œuvre pour sensibiliser les élèves sur le sujet. Nous avons aussi donné la parole à Luanso Sivaeswa, enseignant de biologie au lycée Mwandou de la ville de Beni. Il nous a parlé des contenus de ses enseignements sur la sexualité et les MST. Enfin, nous avons écouté John Bebelive Michel, élève au complexe scolaire Saint-Kizito de Lumumbashi. Il nous a dit ce qu'il retient des enseignements reçus et comment il compte les appliquer dans la vie quotidienne. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition.
Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et Aiden Outko qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir.